France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour Ici l'Europe, notre émission qui vous est proposée en partenariat entre Radio France Internationale et France 24. Cette semaine, l'Europe se retrouve encore une fois dans une position difficile d'attente vis-à-vis d'une administration américaine qui doit trancher sur plusieurs dossiers. L'escalade entre Israël et l'Iran, la guerre en Ukraine, les droits de douane. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir un diplomate qui a été en poste à Washington, à Moscou, en Allemagne, auprès de l'UE, et puis même ex-conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Philippe Etienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui élevé à la dignité d'ailleurs d'ambassadeur de France. Alors, Israël a frappé l'Iran en espérant couler son programme nucléaire. Téhéran réplique, Washington approuve, s'en mêle. Pendant ce temps, l'Union européenne préconise une réponse diplomatique, une position qui contraste fermement finalement avec celle qu'elle a vis-à-vis de la Russie et de la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est la bonne position, le bon positionnement de cette Union européenne pour vous ? Oui, je ne vois pas de contradiction avec la position que nous avons avec l'Ukraine et la Russie. Aussi avec l'Ukraine et la Russie, nous sommes pour une solution politique au conflit et contre l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie. Enfin, ceci étant, les deux conflits sont quand même assez différents. L'Iran est une menace. Le régime iranien est ce qu'il est. Il réprime sa population. Il arrête même des citoyens français, comme vous le savez. Et c'est une menace pour l'environnement régional, notamment pour Israël. C'est même au plan balistique une menace pour l'Europe. Donc les Européens ont toujours été très fermes, notamment la France. Et quand nous parlons de solutions politiques et diplomatiques aujourd'hui, c'est parce que nous pensons qu'une escalade, notamment par l'implication militaire de la grande puissance américaine, risque d'avoir des effets extrêmement négatifs pour toute la sécurité régionale et mondiale. Or, les Européens sont à l'origine du traitement diplomatique sans aucune, comme je le disais... À l'issue d'interminables négociations. Non, interminable, je ne sais pas. Ça a commencé en 2003. Ce qu'on appelle les E3, Allemagne, France, Royaume-Uni, ont été les pays qui ont pris l'initiative de négocier avec l'Iran. Ces bombardements d'Israël, d'après Israël, d'ailleurs, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie sont des soutiens sur cette question iranienne. Est-ce que ça n'est pas une façon d'acter que l'Union européenne a échoué à encadrer et contrôler ce programme nucléaire iranien ? C'est pas nous qui avons échoué, c'est l'Iran et aussi les États-Unis qui sont sortis de l'accord, qui ont été incapables de mener cette négociation. C'est d'abord les États-Unis, d'ailleurs, parce que l'accord de 2015, c'est les États-Unis du premier mandat de Donald Trump qui ne l'ont pas respecté, puisqu'ils ont décidé d'en sortir. Mais l'Iran n'a pas respecté ses obligations. Encore la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, nous étions devant l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Les Européens, encore une fois, n'ont eu aucune faiblesse vis-à-vis de l'Iran. Nous avons dénoncé ces manquements au droit international, à ses obligations au titre des traités sur la non-prolifération nucléaire. Et au titre même de l'accord de 2015. Pour autant, est-ce qu'on est content de ce qui se passe du côté de l'Iran ? On n'est évidemment pas content. C'est pour ça que les Européens, notamment ceux qui sont au G7, ont souscrit à une déclaration au dernier sommet du G7 qui affirme que la sécurité d'Israël doit être absolument assurée face à ces menaces iraniennes, mais qui dit aussi qu'il faut éviter l'escalade et qu'il faut une solution politique. D'ailleurs, pendant que Benyamin Netanyahou désigne l'Iran comme le nouvel ennemi à abattre, il tente aussi de faire oublier les exactions à Gaza. Le mois dernier, une majorité d'États membres de l'Union européenne a approuvé une révision de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Mais il y a des difficultés aussi, ça bloque du côté du Parlement européen qui ne peut obtenir une résolution. Dénoncer cet accord, ça serait un bon levier pour justement faire fléchir un peu Benyamin Netanyahou ? Mais je crois que l'Union européenne, face à ce qui se passe à Gaza, doit regarder en quoi elle peut participer à un effort pour que l'aide humanitaire reprenne. Parce que ça, c'est l'essentiel par rapport à la population gazaoui. Alors, c'est vrai, vous le dites très justement, il n'y a pas forcément d'unité sur cette question des relations avec Israël, la question palestinienne au sein de l'Union européenne.
c'est un des sujets où nous avons, au sein de l'Union européenne, le plus de mal en raison des sensibilités historiques, géopolitiques. Ça se comprend. Donc il faut travailler vraiment... De l'Autriche, de la Hongrie, L'Allemagne, où j'ai été ambassadeur, vous l'avez rappelé, a une sensibilité historique, c'est normal. Vous avez un certain nombre de pays qui, pour d'autres raisons, vont être plutôt ceux qui ont déjà reconnu l'État de Palestine, par exemple. Je pense à l'Irlande, je pense à l'Espagne. Donc vous voyez... Nous avons un kaléidoscope de position sur ce sujet et il faut vraiment travailler à trouver une ligne commune et surtout une action commune. Alors cette attaque sur l'Iran d'Israël, soutenue finalement par Donald Trump, fait aussi oublier un peu l'initiative française de relancer une solution à 2 États. La conférence sur ce thème a été reportée. La menace brandie d'une reconnaissance par la France et d'autres États qui seraient solidaires de la Palestine tombe un peu à l'eau. Est-ce que vous considérez que c'est un recul aussi ? Je pense que dans le contexte actuel, le fait de ne pas tenir à la date prévue cette conférence est parfaitement compréhensible. Ça ne veut pas dire que ça tombe à l'eau. Je pense que de toute façon, il faut travailler. Il faut d'abord préserver la possibilité de cette solution à 2 États. Et ça, c'est très important. La préserver en la réaffirmant, mais aussi en empêchant ou en critiquant tout ce qui peut, sur le terrain, continuer de nuire à la possibilité un jour de réaliser cette solution à 2 États. Est-ce que tout ce qui se passe nuit à la possibilité de réaliser cette solution à 2 États ? Vous avez raison, la tendance sur le terrain n'est pas favorable. Donc l'importance de cette action qui va à la fois dans le sens, certes, d'une reconnaissance par un plus grand nombre de pays, et peut-être donc un jour de la France, de l'État palestinien, mais aussi une reconnaissance d'Israël et de sa sécurité par les États de la région. C'est ce nouveau contexte régional qu'il faut préparer. Est-ce que Moscou sort renforcé ou affaibli de ce nouveau conflit avec l'Iran ? Les deux, selon différents critères. Moscou ne soutient pas l'Iran. Et l'Iran, donc, se sent lâché par la Russie. Vous vous souvenez que Bachar al-Assad, l'allié en Syrie de Moscou, d'ailleurs il s'est réfugié à Moscou, a aussi été chassé du pouvoir. Donc c'est un affaiblissement, incontestablement, de la Russie dans cette grande région stratégique. Mais en même temps, il faut bien comprendre que pour Vladimir Poutine, l'essentiel aujourd'hui, et toutes ses forces sont concentrées sur cet essentiel, c'est l'Ukraine. Parce que pour lui, oui, on est en train de regarder ailleurs. Et voilà. Et puis, il y a le prix du pétrole qui est aussi un avantage pour lui. Donc, et puis, l'Iran l'a soutenu pour les drones et maintenant, il les fabrique lui-même. Donc, il n'a plus besoin forcément du soutien de l'Iran. Donc oui, c'est un affaiblissement de la Russie sur le plan international dans cette région. Mais pour Poutine, l'essentiel, c'est vraiment l'Ukraine et tout ce qui peut l'aider à trouver des avantages supplémentaires en Ukraine, à la fois politiquement, parce que c'est vrai que cette guerre entre l'Iran et Israël fait un peu passer au second plan l'Ukraine. On l'a vu au sommet du G7, où le président Zelensky est arrivé après le départ du président Trump, n'a pas pu le voir. Le président américain, vous le disiez, a quitté la réunion du G7 plus tôt que prévu et n'a pas accepté de signer à nouveau que la Russie était l'agresseur en Ukraine. Ça présage d'ailleurs d'un sommet de l'OTAN les 24 et 25 juin, un tout petit peu bousculé. Mais ça, c'est le sujet du maintien du soutien occidental à l'Ukraine. Et on est dans cette conversation entre les Européens et les Canadiens d'un côté, les Américains de l'autre. Effectivement, vous avez raison, cette question va se retrouver au sommet de l'OTAN. Le président Trump, lui, veut, à un moment ou à un autre, engager une nouvelle relation positive avec la Russie de Vladimir Poutine. C'est clair. En même temps, il ne veut pas donner l'impression d'être celui qui s'est fait un peu manipuler par Vladimir Poutine. Donc, il faut convaincre cette administration américaine de maintenir malgré tout, sur certains plans, une attitude qui nous aide, nous les Européens, à soutenir l'Ukraine. Qu'il s'agisse de soutien financier, mais surtout de soutien militaire, de soutien en équipement militaire, de forces de réassurance, comme la coalition des volontaires européens y travaillent. Vous voyez, c'est ça. C'est trouver un moyen de reconverger
je crois que c'est le terme qu'a employé le président de la République française, entre les Américains et les alliés européens sur la manière dont on peut soutenir le plus efficacement l'Ukraine. Les Ukrainiens craignent toujours un manque de soutien. J'ai rencontré le président du Parlement ukrainien, la Rada, à son passage à Paris. On écoute tout de suite Ruslan Stefanchuk. Tout d'abord, je tiens à remercier beaucoup la France et tous nos partenaires européens pour le soutien que nous recevons aujourd'hui. Déjà, avons reçu, mais comme la situation évolue, je suis là en France aujourd'hui pour ces jours historiques pour la France, solliciter la continuation de ces aides parce que l'Ukraine, comme c'était il y a 85 Charles de Gaulle disait on n'est pas seul. Alors l'Ukraine n'est pas seule. Nous savons que nos partenaires sont à nos côtés. Ce qu'il nous faut, on a besoin davantage de moyens de défense antiaérienne pour défendre nos citoyens qui souffrent des attaques injustes russes toutes les nuits. On a besoin de plus d'armes pour nous défendre sur le front. Nous avons besoin de plus de moyens pour forcer la Russie à arrêter cette guerre et donc on a besoin de fortes sanctions pour arrêter la Russie de la part de nos partenaires. Puisque le soutien financier peut être du côté américain fléchi, puisque vous avez besoin vraiment d'argent rapidement pour justement pouvoir tenir sur le front, est-ce qu'une des pistes qui vous intéresse, ce serait de piocher dans les avoirs russes? Oui, tout à fait. Hier, j'ai eu une conversation, un échange formidable avec mes collègues au Sénat et à l'Assemblée nationale et on a parlé des solutions parlementaires à cette question parce que ce serait juste que ce soit Poutine et le peuple russe qui payent le chèque de cette guerre. Ce chèque doit être remis à eux et ce chèque ne peut être assuré qu'au compte des avoirs russes. Moi, en tant que juriste, je comprends qu'il y a beaucoup de questions par rapport aux questions juridiques, mais celui qui est coupable de cette guerre doit payer pour cette guerre. Si cela n'a pas lieu, ce sera un très mauvais précédent pour tous les autres qui vont être tentés de encore changer les frontières en 21e siècle sans répondre avec leurs propres fonds et avec leur propre pays et leur peuple. Alors Philippe Etienne, vous rappeliez que vous étiez ambassadeur à Washington entre 2019 et 2023. Les Ukrainiens ont quelques raisons de craindre d'être lâchés par Donald Trump. Si on regarde les chiffres, le désengagement financier est assez massif. Et est-ce que ça peut être compensé d'ailleurs rapidement par les Européens ? Alors, effectivement, vous avez raison de parler du niveau financier, parce qu'il y a aussi le niveau des équipements militaires que les États-Unis acceptent, même contre paiement, de mettre à disposition des Ukrainiens. Il y a différentes façons d'aider l'Ukraine. Sur le plan financier, c'est le plus sensible aux États-Unis dans la campagne électorale. Même d'ailleurs, d'une certaine manière, du côté démocrate, il y avait l'idée que ce conflit devrait davantage le coût du conflit devrait être davantage supporté par les Européens parce que la guerre est en Europe. Et donc, il a été diminué par 3 chez les Américains, multiplié par 2 chez nous. Quand même. Donc les Européens ont augmenté leur soutien. Ils peuvent, dans une certaine mesure, se substituer aux Américains. C'est ce qu'on a fait. Contrairement à ce que disaient les Américains, d'ailleurs, ça fait déjà longtemps qu'on aide plus les Ukrainiens que l'ont fait les Américains. Mais on peut aussi demander aux Américains de continuer à soutenir l'Ukraine, notamment par la fourniture d'équipements militaires. Le 17 juin, la Commission européenne a présenté son 5e paquet de simplification spécifiquement consacré à la défense européenne, avec un régime d'autorisation accéléré pour les projets de défense Readiness 2030. C'est le nom de ces 800 milliards d'euros mis à disposition, qui sont potentiellement mis à disposition de la défense européenne, avec quand même un principe de préférence européenne qui commence à être ébauché. Est-ce qu'il doit être très ferme ? Alors là, on parle de ce que l'Europe elle-même va produire et pas de ce que les États-Unis vont continuer à livrer à l'Ukraine. Et effectivement, nous sommes dans une phase de transition qui va d'ailleurs, dans un terme plus ou moins rapproché, permettre à l'Europe, dans les cas comme celui de l'Ukraine aujourd'hui, d'être plus autonome, ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. Mais ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Alors, les 800 milliards dont vous parlez, il faut savoir ce que c'est. C'est 150 milliards de prêts
que la Commission prête aux États membres... à condition qu'il y ait une préférence européenne. Là, ça s'applique, safe. Ouais. Après l'avoir elle-même emprunté cet argent, les 650 autres milliards, si ma mémoire est bonne, c'est plutôt de l'espace budgétaire laissé aux États membres pour creuser encore leur déficit. En changeant les règles du déficit budgétaire, exactement. Donc, c'est pas de l'argent comme ça qui tombe du ciel. Mais pour revenir à votre question, oui, il faut une préférence européenne. Parce que sinon, l'industrie européenne ne va pas réussir à se développer. Quand les Européens sont capables de produire à coût raisonnable des matériels, c'est cela qu'il faut que les armées européennes achètent. Donc, en même temps... Et les Ukrainiennes peut-être aussi. Et aussi fournissent à l'Ukraine. Parce que vous avez raison, il y a un lien très étroit entre le soutien des Européens à l'Ukraine et la montée en puissance de la défense européenne. Finalement, le soutien militaire des Européens à l'Ukraine, c'est un peu le premier étage de cette fusée de la défense européenne qu'on construit. Et l'Ukraine elle-même a acquis une certaine expérience. Regardez les drones, par exemple. On a beaucoup en technique militaire à apprendre de l'Ukraine. Mais en même temps, tout ça, encore une fois, ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a des capacités militaires qui manquent aux armées européennes et qui sont produites par les Américains. Bruxelles, tout dernier sujet, est évidemment en conflit sur les droits de douane. En tout cas, on pensait avoir réussi peut-être à renouer le dialogue. Bruxelles avait proposé un tarif douanier unique de 10% qu'elle acceptait sur les exportations de l'UE vers les États-Unis, à condition que Donald Trump abandonne l'idée de surtaxe sur certains produits, en particulier l'industrie automobile, etc. Donald Trump trouve que les Européens ne proposent pas un accord juste pour le moment. La pause annoncée se termine le 9 juillet. L'Union européenne a fait visiblement des propositions. Si les États-Unis ne veulent pas négocier sur des bases raisonnables où chacun s'y retrouve, à ce moment-là, l'Union européenne, comme elle l'a annoncé, sera effectivement obligée de prendre des contre-mesures. Est-ce que ça va se passer dès le 9 juillet ? Comme cet accord est compliqué, il faut peut-être se donner du temps, mais après, c'est une responsabilité de ceux qui ont commencé ce conflit commercial, c'est-à-dire à Washington. Merci à vous, Philippe Etienne, d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Et rendez-vous la semaine prochaine.